Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Peut-être vous demander de réactiver les micros, caméras pour que nous puissions démarrer. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Tidiane. Oui, bonsoir Elodie. Je ne sais Bonsoir. pas si la caméra est possible. Oui, j'essaie de l'activer là, mais je ne sais pas what's wrong. Moi, si je vais laisser avec le téléphone, on me dit que la caméra est déconnectée. Je ne sais pas pourquoi. Non. Apparemment, ça répond au téléphone. Je crois que ça vient là. Sinon, on va faire sans la caméra, Tidiane. Pas de souci. Tidiane, tu m'entends? Allô, vous m'entendez? Là, je t'entends, oui. Ok. Je disais que si c'est pas possible de mettre la caméra, on fera sans pour l'introduction. Ouais, la caméra ne marche pas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Sayon Sylvé. Bonsoir, monsieur Bal. Merci à vous d'avoir accepté d'être de notre durant cette conférence. Merci. Et surtout d'avoir accepté, malgré votre agenda, de partager votre expertise avec nos participants qui, j'ai confiance, apprendront beaucoup à cette conférence et des autres à venir, et aussi les remercier de leur courage et de leur assiduité. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Elodie afin qu'elle vous introduise. Merci beaucoup, Tidiane. Donc, effectivement, voilà, Sayon Sidibé a accepté cette intervention sans que je lui en dise de grandes phrases. C'est vrai que, voilà, Sayon Sidibé est originaire du Mali et dès que je lui ai mis dans le mail qu'il s'agissait d'une intervention pour des participants du Mali, il m'a fait confiance, les yeux fermés pour intervenir. Donc, je le remercie vraiment pour cela. Donc, voilà, c'est déjà la 11e conférence, le 11e webinaire dans le cadre de Donny Green. Donc, comme vous le savez déjà tous, c'est vraiment un cycle de conférences pour vous faire comprendre les changements climatiques en cours, les impacts à venir et surtout comment faire de ces changements climatiques une opportunité. Quelles sont les opportunités entrepreneuriales, quelles sont les opportunités d'emploi qui pourront en découler ces prochaines années. Voilà, c'est donc le 3e module. On se concentre cette semaine sur les questions énergétiques. Nous l'avons intitulé « Changement climatique et transition énergétique pour un monde sobre en carbone ». Donc, vous l'avez compris dans les conférences précédentes, les changements climatiques sont provoqués par de trop fortes émissions de gaz à effet de serre. Il est important de réussir à revoir notre mode de fonctionnement, mode de consommation, et donc aller vers les énergies renouvelables permettrait
d'engager une transition énergétique pour émettre moins de gaz à effet de serre, moins de carbone dans l'atmosphère. Il y a aussi d'autres opportunités liées aux énergies renouvelables et c'est donc l'objet de ces 4 conférences de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous avons intitulé la conférence « Les défis énergétiques à venir pour le continent africain ». Donc la conférence démarrera sur le continent africain, mais bien sûr, vu l'audience, l'intervenant parlera davantage du Mali. Alors, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, l'accès à l'électricité est un des taux les plus faibles au monde. Seulement 2 personnes sur 3 ont accès aux services énergétiques modernes. Les besoins en énergie augmentent très rapidement puisqu'il y a une croissance économique et une très forte croissance démographique couplée à une urbanisation rapide. Il y a beaucoup de facteurs comme le réchauffement climatique qui constituent des obstacles à une mise en valeur des ressources énergétiques. Pourtant, les ressources énergétiques du continent sont considérables. Le pétrole, le gaz, l'hydroélectricité et d'autres potentiels immenses dans les énergies renouvelables, à savoir le solaire, l'éolien ou encore la géothermie. Alors, notre intervenant, Sayon Sidibé, cherchera à dresser un panorama des enjeux et des solutions possibles pour réussir à valoriser le potentiel énergétique du continent, tout en prenant en compte ces défis climatiques, environnementaux, sociaux et démographiques. Voilà. Alors, avant de te laisser la parole, Sayon, je voudrais te présenter en quelques mots, même si ta présentation a déjà été faite sur les réseaux sociaux pour te présenter. Donc, tu es docteur, Sayon Sidibé, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie industriel, option énergétique, que tu as obtenu à l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Badra Touré au Mali. Donc ça, c'était en 2005. Puis, tu as obtenu un diplôme en master spécialisé énergie, froid industriel à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, donc 2 IE au Burkina Faso en 2007. Puis, tu es allé vers l'obtention d'un titre de docteur en sciences et technologies, donc toujours à 2 IE. Et donc, tu as été le premier docteur formé et diplômé donc, à 2 IE. Donc, à cette époque-là, nous étions collègues. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. J'espère que tout le monde comprendra. Voilà. Donc, actuellement, tu es responsable de formation d'un cycle de master. Non, tu as été responsable de formation d'un cycle de master à 2 IE, chef de laboratoire biomasse énergie et biocarburant, et actuellement chef du département d'information professionnelle en ligne à 2 IE. Tes travaux de recherche portent sur la transformation des déchets agroalimentaires comme source d'énergie et le développement des technologies de bioénergie en Afrique de l'Ouest. Tu es l'auteur d'une vingtaine de publications scientifiques et techniques et co-auteur de 2 livres techniques parus aux éditions Harmattan. Alors, vu toutes tes compétences, tu nous fais le plaisir d'être présent donc, pour 2 conférences. Nous te retrouverons donc mercredi pour parler davantage du potentiel de la biomasse. Voilà, donc aujourd'hui, on compte donc sur toi pour justement éclairer les participants présents sur tous ces défis énergétiques à venir avec des exemples précis qui parleront bien au public de participants majoritairement issus du Mali. Voilà. Encore merci, Sayon, pour ton temps et donc à tout moment, tu peux t'arrêter pour qu'on passe à des séances de questions-réponses pour que les préoccupations des uns et des autres soient bien répondues. Voilà, je te laisse la parole pour démarrer. Ok, merci Elodie. C'est vraiment un honneur pour moi d'intervenir ce soir. Je remercie vraiment les organisateurs, Elodie, Donny Lab, l'ensemble en fait, des collaborateurs en fait, de M. Bal pour l'initiative que je trouve vraiment louable. En Afrique, en fait, c'est de plus en plus, il faut aller vers là, c'est-à-dire en fait, organiser en fait, des sessions, en fait, des conférences qui parlent en fait, à un public beaucoup plus large et qui en fait, montrent en fait, les enjeux, les défis dans les domaines en fait, de tout ce qui est en fait, qui touche l'environnement.
Donc, l'énergie, c'est quelque chose au fait, qui est au cœur au fait, des enjeux environnementaux actuellement. Et moi, ma présentation va beaucoup se situer au fait, je vais faire un peu quels sont les contextes au fait, énergétiques de l'Afrique de l'Ouest. Puis, je parlerai un peu au fait de quels sont en fait j'analyse un peu la situation énergétique du Mali. Et je vais finir au fait de dire à ceux qui nous suivent au fait comment en fait l'énergie, on peut faire du business avec de l'énergie et surtout tout en respectant l'environnement. Je pense que c'est ce qui intéresse les jeunes actuellement. De plus en plus, il y a des startups qui se créent dans ce domaine et c'est là où en fait la jeunesse en fait doit être beaucoup plus créative et pour pouvoir répondre au fait aux défis énergétiques, aux défis environnementaux, les défis environnementaux. Donc je partage mon écran. Ok, allons-y. Okay. Alors, Voilà, voilà, exactement, là c'est okay. parfait. Donc, tel que fait, c'est intitulé les défis énergétiques au fait à venir pour le continent africain, on en parlera. Sans doute, j'aurai au fait, ou bien il y aura une discussion au fait où je pourrais donner mon avis au fait sur les défis qui sont quand même liés à des données chiffrées. Pour parler du contexte énergétique de l'Afrique, de l'Ouest, l'Afrique c'est quand même un continent et un continent, on n'a pas au fait le même contexte. Quand on parle de l'Afrique du Nord, le contexte au fait de l'Afrique du Nord et l'Afrique au fait subsaharienne n'est pas pareil. Je prends un pays comme le Maroc qui est à 99% au fait du taux d'électrification. C'est difficile de le noyer dans ce que moi je vais vous présenter là. Donc, j'ai essayé au fait de concentrer au fait cette partie-là, le contexte énergétique, sur au fait les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est 15 pays. C'est une population de 357 millions d'habitants, dont une augmentation en fait, de cette population de 10 millions par an. Et quand on regarde, ce qui ressort dessus, c'est qu'en fait, la biomasse est la principale source d'approvisionnement énergétique qui peut compter entre 70 et 90% de la population, en fait. La population consomme aux environs, en fait, de 70 à 90%. Ça signifie quoi? Ça veut dire que dans les bilans énergétiques, en fait, de nos pays, la première consommation énergétique, c'est de la biomasse. Et en fonction des pays, ça varie entre 70 et 90%. Donc, il y a des pays où 90% en fait, de la consommation primaire d'énergie dépend uniquement de la biomasse. Et ça, c'est quand même grave parce que c'est une destruction de la couche, du tissu au fait, forestier au fait, de nos pays. Et c'est aussi des problèmes liés au fait à tout ce qui est la santé humaine. Parce qu'on sait bien, la biomasse, c'est de la combustion derrière. Et cette combustion, ça produit au fait des gaz qui, en inhalant, produit au fait, quand même crée des problèmes au fait de voies respiratoires, de brûlures et surtout de pollution atmosphérique. Donc, c'est un problème et surtout sans oublier au fait, il existe. On va prendre par exemple le Nigeria qui est le premier producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest. Et les autres pays comme le Mali qui, au fait, ne produit ni pétrole ni gaz et qui, au fait, dépend à 90% de sa consommation primaire d'énergie, dépend de la biomasse. Donc, c'est un fait. Et les Maliens le constatent tous les jours dans leur quotidien. C'est des fagots de bois qui sont un peu partout dans la ville. Et, au fait, à travers chaque village qu'on traverse, c'est des sacs de charbon, c'est des fagots de bois qui sont au bord des routes. Et ça vient de la forêt. Et très souvent, ce n'est pas au fait des jugements qui sont au fait qui sont à vie au fait limitée. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à un problème de précarité énergétique et d'accès d'énergie. Plus de 250 millions des 357 millions n'ont pas accès à l'électricité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au fait, en Afrique, quand on regarde, je prends un pays comme le Mali où le taux d'accès à l'électricité est aux alentours de 20%. 20%, ça veut dire que si on prend la population par groupe de 100, il y a toujours 20, en fait, il n'y a que 20 personnes en fait, qui ont accès à l'énergie au Mali. Donc, c'est des taux qui sont assez faibles
Et ces taux-là, si on le compare à des taux, par exemple, pour nos voisins en fait, de l'Algérie, qui sont à peu près à 95% d'accès à l'électricité, vous voyez qu'en fait, on n'est pas en fait, au même niveau d'accès, au fait, de pénétration d'électricité dans la vie au fait, quotidienne de tous les jours. Toujours dans ce contexte-là, quand même, en fait, on peut remarquer une demande grandissante en énergie. C'est-à-dire la demande est de plus en plus grandissante. Et cette demande-là, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, en fait, on veut conserver des denrées, on veut produire de l'énergie pour nos besoins quotidiens, on veut avoir de l'électricité pour étudier, on veut avoir de l'électricité pour, en fait, avoir un confort de vie. Et tout ceci, on ne peut pas avoir, en fait, si on n'a pas, en fait, un accès, en fait, moderne, en fait, de l'énergie. Ce n'est pas simplement, en fait, la biomasse énergie qui pourra répondre à tous ces besoins d'énergie-là. Donc, l'autre chose qu'on remarque toujours en contexte, c'est que les besoins est important aussi en termes d'infrastructure pour y répondre. Parce que qui dit au fait énergie, il faut avoir des infrastructures pour pouvoir répondre au fait à ces besoins-là. Donc, comment faire? C'est l'équilibre, au fait, c'est l'équation que nous devrons répondre en Afrique de l'Ouest ici. Comment, au fait, répondre à cette demande grandissante tout en mettant, au fait, des infrastructures en place qui permettent, au fait, de pouvoir mieux répondre et de pouvoir, au fait, avoir un accès à l'énergie le mieux possible. Donc, l'autre chose, c'est l'Afrique dispose, au fait, d'un important potentiel non exploitable d'énergie renouvelable. C'est-à-dire, quand on regarde, en fait, la chose, au fait, qu'on a le plus, en fait, c'est les énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité. Les cas les plus palpants, c'est la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, lui seul, son potentiel est estimé à peu près à 2000 mégawatts au fait, en termes au fait, de potentiel en hydroélectricité. Et actuellement, ce qui est au fait en Guinée, c'est les pays où l'électricité pratiquement n'y est pas parce que tout simplement, au fait, le taux d'électrification est aux alentours de 10%. Donc, c'est extrêmement faible. Et cette faiblesse-là, ça se ressent, au fait, sur les activités économiques de nos pays. Et ça se ressent surtout, au fait, sur tout ce qui est, au fait, les enjeux environnementaux que nous, on a, au fait, et qu'on doit répondre pour nous-mêmes et pour, au fait, les générations futures. Voilà. Il y a la biomasse. La biomasse, quand on parle souvent, en fait, de jugement, en fait, de biomasse qui est disponible, on pense tout de suite à aller couper du bois, en fait, peut-être dans la forêt, pour pouvoir, en fait, répondre. Mais ce n'est pas vraiment ça. La biomasse peut répondre, en fait, à un besoin énergétique, et tout simplement parce qu'on est responsable derrière. Et cette responsabilité, ça peut se ressentir, en fait, sur le jugement, en fait, de la biomasse, sur, en fait, la manière dont on les transforme, et sur la manière dont on l'utilise surtout. Donc, il y a tout un parcours. Et surtout, on sait aussi que en Afrique, ici, on est de plus en plus, en fait, l'agriculture est en plein essor. Et l'agriculture, derrière, produit d'énormes résidus. Tous ces résidus, comment les transformer? C'est-à-dire, au début, on appelle même des sous-produits. Comment on fait transformer ces sous-produits qui sont souvent jetés simplement à un produit beaucoup plus noble, c'est-à-dire en transformant ou bien en les valorisant sous forme énergétique pour avoir, au fait, de la chaleur, de l'électricité ou de la force motrice. Parce que très souvent, quand on parle au fait de l'énergie en Afrique, on voit que l'électricité n'est pas, ça ne peut pas répondre qu'à l'ensemble des besoins énergétiques au fait de l'Afrique. On a besoin d'énergie pour cuire les aliments. On a besoin de l'énergie pour la transformation. On a besoin de l'énergie au fait pour l'usage. Et très souvent, quand on parle de besoins énergétiques, ça se résume en trois très souvent. Ces trois, c'est quoi? C'est d'abord tout ce qui est au fait force motrice. La force motrice n'a pas forcément besoin au fait de l'électricité pour au fait, pouvoir tourner quelque chose. La force motrice, même pour produire au fait de l'électricité, on peut passer par une turbine et la turbine, au fait, pour l'actionner, il faut de la vapeur. C'est ce qui se passe. Il faut au fait de l'eau avec au fait une énergie potentielle ou encore il faut avec au fait de la vapeur pour pouvoir produire au fait pour faire turbiner et en turbinant on peut faire tourner un alternateur qui produit l'électricité derrière. Donc il y a un jugement et n'en parlons pas pour le solaire. Je pense que vous allez avoir au fait une conférence sur le solaire et on en parlera en fait de long en large au fait lors de là. Et l'éolien aussi c'est un jugement qui est là qui, au fait, tous les côtes au fait, de l'Afrique,
de l'Afrique de l'Ouest, qui va de la Mauritanie jusqu'au fait à Sierra Leone, quand on regarde, il y a un gisement au fait qui est assez important en termes d'éolien. Et de plus en plus, au fait, au Sénégal, en Mauritanie, il y a des installations d'éoliennes qui commencent à pousser et qui commencent à être au fait de l'ordre au fait des centaines de mégas au fait installés. Maintenant, comment on peut expliquer cette faiblesse? Pourquoi au fait le taux, ce taux faible au fait en électrification? Les raisons, selon moi, peuvent être au fait soit sociales, soit institutionnelles. D'abord, si je prends les raisons sociales, c'est d'abord la faible revenu des populations. Parce que, en fait, quand on n'a pas de quoi transformer, quand on n'a pas de quoi acheter, quand le revenu est assez faible, ça peut poser un problème, en fait, d'accès. On a vu, hein, il y a des endroits où on a pu amener quand même de l'électricité, mais on voit qu'en fait, les gens, la population a du mal, au fait, à avoir, au fait, un compteur chez eux, parce que tout simplement, en fait, cette facture à payer est souvent lourde pour eux. La raison aussi peut être, au fait, la dispersion des habitats. Au Mali, c'est un des cas, par exemple, pour le cas du Mali. Le Mali, c'est 1 231 248 km². C'est très large pour à peu près 20 millions d'habitants. Et quand on regarde, les villages sont souvent très éloignés et souvent, au fait, les villages ne sont pas même densifiés. À l'intérieur même d'un village, on va avoir des concessions qui sont relativement très éloignées. Donc, le coût d'un réseau devient excessivement cher parce qu'il faut amener de l'électricité à tout le monde et il faut tirer des câbles, il faut avoir des poteaux, il faut avoir, il faut avoir l'ingénieur qui travaille sur tout ceci et c'est un coût très élevé. Vu qu'en fait, là, il y a une dispersion en fait, des villages, tirer les réseaux, ça devient un coût assez colossal. La troisième raison, c'est quoi? C'est la faible densité de la population dans certains pays. Et quand on regarde, c'est le cas, par exemple, de pas mal de pays au fait sahéliens, où la densité de la population est très faible. Et ça, c'est difficile au fait d'avoir au fait, une solution intégrée dans ces genres d'endroits. Donc, les raisons institutionnelles, il y en a plusieurs. Le secteur de l'énergie est non libéralisé, c'est-à-dire au fait, le fait qu'au fait, il y a un monopole qui est là et que la société nationale décide de tout, même du prix souvent, même si au fait, ça se passe au fait, avec souvent au fait, des comités de régulation mis en place par l'État, ça impose au fait, aux privés qui veulent venir, ça ne les donne pas assez de liberté. Et ça freine au fait, le développement énergétique dans nos pays au fait, subsahariens. L'autre raison, c'est un faible intérêt commercial au fait, pour l'opérateur national. Parce que quand on regarde le contexte au fait, de péréquation tarifaire qui ne reflète pas au fait, le coût réel de l'électricité en milieu rural. Très souvent, c'est le cas au fait, dans nos pays. On va dire par exemple qu'en fait, quand on veut faire le coût réel de l'électricité par la population, c'est difficile même au fait, pour les citadins de pouvoir payer ces coûts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, l'électricité est subventionnée. Et cette subvention ne reflète pas, ça veut dire qu'en fait, on a l'électricité à un coût qui n'est pas son coût réel. On a en fait l'énergie de façon globale à un coût qui n'est pas son coût réel. On parle en fait de subventions sur les produits, par exemple, les produits d'énergie renouvelable. Et quelqu'un veut importer du panneau solaire, il demande une subvention à l'État, l'État lui va l'octroyer une subvention, il va venir vendre aux gens, mais ce n'est pas le coût réel. Et qui supporte ce coût-là? C'est l'État. Parce que la subvention a un coût, et ce coût, c'est sans doute au fait un développement futur qui ne sera pas respecté, qui ne sera pas au fait, parce que tout simplement, l'État a du mal à s'en sortir au fait de ces subventions. L'État a du mal à s'en sortir au fait de ces coûts, de ces faux coûts au fait qui sont là, dont la population pense qu'il l'achète au fait à un coût déjà très élevé, alors que ce coût n'est même pas le coût réel de service au fait lié à l'énergie. Donc, l'autre raison, c'est l'État est le principal source au fait de financement des projets d'électrification rurale. Dans plusieurs pays encore, l'État reste au fait l'une des seuls bailleurs au fait pour financer les projets au fait d'électrification rurale. Donc ça, c'est un problème parce que ça veut dire que on n'a pas laissé tout le choix au fait au privé ou les privés ne trouvent pas leurs comptes. Parce que quand ils s'installent et qu'ils commencent à regarder le coût réel de vente de l'électricité sans subvention, ben, ils ne s'en sortent pas. Au bout d'un an d'exercice, ils sont obligés de fermer parce que tout simplement, ce n'est pas rentable. Et personne ne peut faire un business non rentable qui va perdurer dans le temps. Donc, les derniers que je peux citer ici, sur les raisons institutionnelles,
C'est l'extension d'un réseau conventionnel est restée pendant longtemps la seule technique incontournable pour l'électrification. Pendant longtemps, jusqu'aux années au fait de 2000, ben, les gens pensaient que au fait, pour avoir au fait, de l'électricité dans les zones rurales, il faut tirer les réseaux. Maintenant, on se rend compte que ben, on a d'autres solutions, comme avoir au fait, des centrales solaires et non connectées au réseau, qui peuvent au fait, complètement alimenter, comme avoir au fait, des groupes électrogènes qui peuvent alimenter en fait, un village, comme avoir au fait, d'autres solutions, des groupes électrogènes qui utilisent au fait, de l'huile végétale comme carburant, qui au fait, peuvent utiliser dans un village où tirer les réseaux, tirer au fait, le réseau pour venir jusqu'à eux, ça va coûter tellement cher qu'au fait, l'électricité, le coût de revient finalement de l'électricité deviendra très, très cher. Je ne sais pas, au fait, Elodie, si on peut faire une pause là, avant de continuer, si, au fait, le contexte, s'il y a quelques questions déjà qui ressortent, au fait, sur le contexte. Alors, juste pour dire que je pense que tout le monde a bien suivi pour le contexte, mais il faudrait juste reposer la base où 2 personnes demandaient qu'est-ce que l'éolien, qu'est-ce que la biomasse. OK. Donc, l'éolien, c'est... OK, je peux répondre? Allons-y. OK. Donc, l'éolien, en fait, c'est l'énergie, au fait, qui est tirée du vent. C'est-à-dire, quand le vent souffle, et on va mettre, au fait, des pales, au fait, qui sont connectées à une turbine qui est connectée à un alternateur. Donc, c'est quoi? C'est le vent, au fait, le vent qui souffle va faire tourner, au fait, les pales de l'éolien. Et les pales de l'éolien en tournant produit, au fait, de l'énergie mécanique rotative. Et cette énergie mécanique rotative peut entraîner soit, au fait, un moulin, l'éolien a commencé par là, les moulins, et pour égrener les graines et autres en Europe, c'est les premiers éoliens étaient comme ça. Puis finalement, au fait, on peut faire du pompage au fait, pour pomper de l'eau, ou encore on peut au fait, coupler cette énergie mécanique-là au fait, à un alternateur pour pouvoir tourner au fait, un alternateur qui produit de l'électricité. Donc c'est ça un peu l'éolien. La biomasse, c'est l'ensemble au fait, des ressources animales et végétales qui sont sur la Terre, qui, au fait, dans notre contexte, peuvent au fait, être utilisées à des fins énergétiques. Voilà. C'est ça, au fait, la biomasse. Dans notre contexte. J'ai défini bien, au fait, dans le contexte énergétique. Très bien, voilà, puisque nous ne sommes pas tous des spécialistes de l'énergie. Alors voilà, je voulais juste reposer ces quelques bases. Il y a Brahima Traoré qui demande, en Afrique de l'Ouest, on voit que la biomasse animale pour le biogaz a du mal à se développer culturellement. Les populations n'arrivent pas à l'adopter. Je pense que c'est une contribution. Je ne sais pas si tu veux. Bon, c'est une contribution et en même temps, au fait, de plus en plus dans nos pays, il y a des programmes, des programmes nationaux maintenant qui existent, au fait, sur la valorisation des biodigesteurs. Les biodigesteurs, c'est quoi? C'est au fait tout ce qui est au fait les déchets issus des animaux et aussi d'autres types de déchets, même issus des humains, et aussi au fait des ordures et autres, tout ce qu'on sort comme déchets. Ben, pour pouvoir au fait, les transformer de façon au fait, chimique, c'est-à-dire, en fait, c'est des micro-organismes qui vont les transformer et il y a un gaz qui va se produire. Ces gaz-là, on peut l'utiliser soit pour faire, en fait, la chaleur, donc préparer avec si on veut, soit pour s'éclairer avec, soit même, en fait, l'utiliser dans un moteur à gaz pour produire de l'électricité. Mais il a du mal, au fait, comme il a dit, mais de plus en plus, les gens commencent quand même à l'adopter. Voilà. Alors, Isiaka Dougnon, demande, est-ce que le Mali produit du gaz? Est-ce que le Mali produit, ou enfin, est-ce qu'il y a du gaz au Mali comme énergie? Oui, il y a du gaz au Mali. Dans les sectes de Kati, on a trouvé de l'hydrogène pur là-bas. C'est-à-dire, on a trouvé, je crois bien, ça fait partie des 2 jugements de l'hydrogène naturel qu'on a pu trouver au fait, dans le monde actuellement. Et il y a même au fait les villages, j'ai oublié le nom du village, et il y a un village actuellement qui est électrifié par l'hydrogène au Mali. C'est-à-dire, ils ont mis au fait, un moteur qui consomme au fait, de l'hydrogène et qui fait tourner un alternateur. Et actuellement, la société qui s'en occupe, qui est M. Diallo, et qui est bien connu au Mali, en même temps qu'il est un politicien. Et lui, au fait, il a commandité une étude
sur la qualité du gaz et il est en train, en fait, actuellement, ils sont en train de préparer pour son exploitation commerciale. Donc, il y a du gaz, en fait, qui est extrait actuellement au Mali. Mais ces gaz-là, pour l'instant, on n'est pas arrivé, au fait, à la commercialisation. On n'a fait que des tests et ces tests-là, c'était pour les villages où on a trouvé les gaz. Et pour l'instant, on a mis un moteur, au fait, qui électrifie les villages avec. Et je pense que pas mal de Maliens sont déjà au courant, en fait, de ces faits-là. Ok, alors Diallo demande, est-ce que le secteur de l'énergie au Mali est monopolisé, vu que... est-ce qu'il y a un monopole, en fait, pour l'électricité? Pour l'électricité, oui, ça, tout dépend. Il y a un semi-monopole. Je ne dirais pas qu'il y a un monopole, mais il y a un semi-monopole au Mali. Parce que dans les centres urbains, c'est l'EDM seul qui est autorisé à produire et à distribuer de l'électricité dans les centres urbains. Maintenant, au fait, il y a les zones rurales où on a donné quand même l'agrément à l'AMADER. L'AMADER, au fait, qui est l'agence, au fait, malienne de développement, au fait, de l'électrification rurale au Mali, où on a donné l'agrément, au fait, dans certains villages où l'IDEM n'a pas prévu, au fait, de les électrifier, au fait, par son réseau tout de suite. Ils ont l'agrément de pouvoir, au fait, installer des privés qui, au fait, vont produire et distribuer dans ces zones-là. Mais dans les centres urbains, par exemple, si quelqu'un se trouve à Bamako, on peut produire de l'électricité pour soi-même. On ne peut pas produire de l'électricité à Bamako pour pouvoir vendre à ses voisins. C'est interdit par la loi. D'accord. Alors du coup, Alpha 6C demande, n'est-il pas possible de créer un modèle où la population pourrait contribuer ensemble au financement? Oui, c'est possible, ça c'est fait. Et les États le font le plus souvent possible. C'est-à-dire souvent on ne s'informe pas, mais ça s'est fait. Quand souvent, au fait, l'État décide, au fait, pas des, comment on appelle ça, pas des billets, au fait, du trésor, au fait, il lance, au fait, des achats de billets de trésor, c'est souvent pour pouvoir financer, au fait, des projets de développement. Et en achetant, au fait, ces bons de trésor, ben, ça participe sans doute, au fait, à l'électrification aussi de nos pays. Mais en plus de cela, ben, il y a, au fait, des zones où, au fait, c'est la population carrément qui se sont levées, qui ont cotisé et qui ont été aidés, au fait, par l'AMADER et autres, parce qu'on va toujours demander un pourcentage, au fait, on va demander, par exemple, 10%, 15% à la population pour pouvoir électrifier. Et généralement, ils donnent sans problème. Ça veut dire qu'il y a un engouement et les gens le font. Formidable. Brahima Traoré dit que le village où on a trouvé du gaz s'appelle Bouraké-Bougou. Voilà. OK, merci pour la précision. Voilà. Voilà. D'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on va continuer. On va continuer, on y reviendra après. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on continue dans les défis, c'est-à-dire les défis énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut citer? C'est d'abord, en fait, on peut parler de des ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Le 7e objectif de développement durable adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 dit qu'il faut assurer un accès pour tous à une énergie fiable, durable, moderne et abordable. Ça, c'est très important. Les mots qui sont là. Énergie fiable, c'est une énergie où les réseaux, une énergie où quand on a besoin, on a, et qui est fiable, c'est-à-dire à tout moment. On ne dit pas que ben, j'ai les réseaux chez moi, mais une énergie où il n'y a pas de coupure et où les coupures sont très maîtrisées. Durable, parce que dans les temps, ça va durer. Ce n'est pas aujourd'hui, on m'a donné, quand il va commencer à faire chaud, je n'ai plus d'électricité chez moi. Moderne, parce que les villageois peuvent dire qu'ils ont de l'énergie, parce que quand j'ai fait de la cuisine avec, au fait, du bois, j'ai de l'énergie. Mais est-ce que c'est de l'énergie moderne? Comment, on fait, transformer ce bois-là, avoir du charbon de bois, avoir, au fait, des matériaux de cuisson propres qui permettent, au fait, de pouvoir mieux utiliser sans détruire la couche forestière et surtout sans avoir, au fait, d'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Et aussi abordable parce qu'il faut que les coûts soient abordables pour, au fait, la population africaine. Donc, l'Afrique va devoir résoudre, au fait, une équation énergétique compliquée. Vous voyez qu'en fait, ça va devenir compliqué pour nous parce que nous, quand on est à un accès, au fait, de l'électricité ou bien on dépend, au fait, à 90% de la biomasse, ben, on a tout à faire. La première priorité est de réaliser un accès pour tous à une énergie moderne et propre.
et notamment à l'électricité. Parce que l'électricité, quand même, ça reste au fait, une base pour au fait, tout ce qui est au fait, l'éclairage, pour tout ce qui est au fait, la conservation des denrées. Il faut avoir au fait, un frigo pour pouvoir conserver. Ne pas tout le temps au fait, être dans la cuisine à préparer, ne serait-ce que ça. Et voilà, donc c'est important au fait, et notamment au fait de l'électricité. Et la deuxième chose, c'est un rééquilibrage au fait, de l'énergie primaire en faveur des énergies renouvelables. C'est-à-dire actuellement, il y a des pays comme le Burkina Faso, le Mali, qui dépendent, le Mali dépend par exemple à plus de 60% de l'énergie thermique, qui au fait est de l'énergie fossile en réalité, parce qu'on dépend beaucoup des centrales thermiques. Une partie de l'énergie du Mali vient de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire utilise soit des turbines à gaz, soit en fait du pétrole pour produire de l'électricité pour la plupart. Au Mali aussi, que ce soit en fait dans la zone périphérique de Bamako et même dans les régions, c'est des centrales thermiques qui sont installées où en fait on a cette production en fait à travers en fait le gasoil. Et comme le Mali n'est pas un producteur en fait de gasoil, vous imaginez bien qu'en fait c'est notre balance en fait commerciale, ça pèse lourd. C'est notre balance commerciale. C'est un peu le cas de tous les pays de l'Afrique en fait, de l'Ouest, qui ne sont pas généralement producteurs de pétrole. Donc, on doit en fait rééquilibrer notre balance là pour aller vers les énergies renouvelables. C'est notre salut va se trouver forcément vers les énergies renouvelables. Les remplacements des usages domestiques d'énergie polluante par des énergies renouvelables et notamment solaires. C'est-à-dire de plus en plus, le solaire est adapté dans pas mal de pays. Le Burkina Faso, par exemple, a pris un décret où chacun peut, en fait, commercialiser l'excédent d'énergie solaire qu'il a pu installer chez lui et vendre, au fait, sur les réseaux. Sauf qu'en fait, la loi est promulguée, mais les mesures d'accompagnement ne sont pas encore finies. C'est-à-dire, on n'a pas dit quel est le prix réel, quel type de compteur et autres. Et il y a pas mal d'autres pays qui sont déjà allés dans ce sens-là. L'accès de tous à l'électricité nécessite au fait des politiques et des solutions diversifiées, sinon qu'il s'agit des zones urbaines ou rurales. Dans les zones rurales, l'énergie solaire est bien adaptée car cette option évite la construction de grandes lignes de transport. Parce que, comme je viens de vous dire, vous pouvez bien imaginer qu'en fait, les transports quand même vont coûter assez cher au fait, dans le coût final au fait, de l'énergie, surtout de l'électricité. Donc, après, au fait, ces défis-là, je vais revenir après sur les défis. Je n'ai pas fini avec les défis, mais j'ai essayé, au fait, d'analyser l'analyse, au fait, de la situation énergétique du Mali. Je prends le cas du Mali, par exemple, j'essaie d'analyser. Je ne suis pas un vrai spécialiste, au fait, vous m'excusez s'il y a des spécialistes, ils pourront me corriger, mais on met les forces, les faiblesses et les opportunités, et puis, au fait, les menaces. Voilà, j'essaie de le voir, au fait, sur ces quatre angles-là. Sur ces quatre, voilà. Maintenant, si on d'abord, au fait, les forces, au fait, de économie et ressources naturelles. Croissance macroéconomique soutenue, ressources disponibles, prometteuses et expérience croissante au fait, en valorisation des énergies renouvelables, solaire, résidus agricoles, hydroélectricité, produits d'énergie populaire. C'est-à-dire quand on regarde, ça c'est au fait une des forces au fait, actuellement au Mali. On a la centrale de Kita qui fait 50 mégawatts qui est déjà en service. On a la centrale de Welesebugu qui est en service. On a la centrale de Ségou. Je n'ai pas trop l'idée, mais je pense que c'est en fin, en fait, de construction actuellement. Et il y a la centrale, au fait, qui a été construite à Koro et d'autres villes, au fait, du Mali. Vous voyez qu'au fait, il y a une synergie. Il y a, au fait, quand même, notre force, c'est qu'au fait, la ressource naturelle est là. Et on a une tissu forestière qui est là. Et on a, au fait, aussi l'agroalimentaire qui se développe de plus en plus. L'anacate, la mangue, qui sont tous, au fait, des produits, au fait, des résidus qui on peut valoriser par la suite, au fait, pour, ne serait-ce que pour la transformation agroalimentaire. La deuxième chose, c'est la politique. Actuellement, on peut dire qu'il y a un engagement politique. L'engagement politique, on le voit parce qu'on a créé l'AIR, on a créé l'AMADER, on a créé l'Agence au fait, de développement des biocarburants aussi. Donc, il y a au fait tous ces agences qui ont été créées uniquement, c'est une politique. Donc, cette politique, il y a l'engagement politique qui est là, en matière de développement, il y a le cadre institutionnel qui est là, il y a au Mali même la norme malienne qui existe sur les biocarburants. C'est-à-dire le Mali est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, ou bien le seul pays de l'Afrique de l'Ouest actuellement, qui a une norme qui a été promulguée et qui est là actuellement sur les biocarburants.
Vous voyez qu'au fait, quand même, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est fait dans ces domaines-là. Donc, la troisième chose, c'est le financement international. Il y a une forte mobilisation et la présence, au fait, des bailleurs internationaux. Les bailleurs sont là, ils financent pas mal de projets. Mais moi, j'incite les jeunes, au fait, à aller vers ces bailleurs-là. Il y a la Banque mondiale qui finance, il y a l'AFD qui finance. L'AFD finance énormément de projets. Il y a, au fait, la BAD qui finance, au fait, des projets énergétiques au Mali. Donc, il y a énormément de financements, en fait, actuellement qui sont en cours. Je pense que même la centrale de Ségou est financée par la BAD actuellement. Donc, les faiblesses qui sont sources d'opportunités, peut-être pour la jeunesse et même pour en fait, les Maliens de façon générale, c'est la géographie et la population. C'est des faiblesses, mais en même temps qui peuvent être des sources au fait, d'opportunités. L'enclavement, tout ce qui est en fait l'enclavement, en fait, c'est quand même c'est un sérieux problème. Il y a, au fait, vous m'excusez, il y a au fait les problèmes d'enclavement et manque au fait d'infrastructures de transport, la répartition au fait de la population, les niveaux de pauvreté, l'exode rural. Donc ça, c'est des problèmes quand même qui sont au fait et qui au fait restent au fait. Le développement est difficile si on n'essaie pas au fait ces faiblesses-là de pouvoir les remonter, mais qui au fait en réalité sont des sources d'opportunités. Parce que quand on parle de géographie, on parle d'enclavement, on parle de manque d'infrastructures, en réalité, c'est là où, en fait, il faut avoir des idées. Il faut traduire ces idées-là en action. Et ces actions peuvent permettre, en fait, d'avoir, en fait, d'accroître, en fait, le taux de pénétration, en fait, d'énergie, en fait, énergétique dans nos pays. L'autre chose, c'est le bilan énergétique. Il y a une forte dépendance envers, en fait, la biomasse. Je vous ai dit, au Mali, la cuisine est faite pratiquement à 70-80% par la biomasse. Et pour au fait, des matériaux de cuisson rudimentaires. Encore pas mal de familles ont les 3 pierres comme foyer de cuisson. Ils n'utilisent même pas des foyers améliorés. Donc, vous imaginez l'opportunité qui est là d'améliorer au fait les éléments de cuisson, ne serait-ce que pour retarder ou réduire la consommation énergétique liée au bois. Et surtout, aussi, au fait, réduire au fait, tous les problèmes corollaires de santé et de pollution environnementale. Donc, il y a au fait ça aussi, ça c'est au fait ce bilan énergétique là, c'est un sérieux problème au fait, voilà qui est là. Les faiblesses toujours source d'opportunités, il y a la politique énergétique même au fait du pays. Le fait qu'au fait le Mali a créé beaucoup au fait d'agences, souvent il y a comme au fait un tiraillement entre ces agences là. Chacun veut tirer de son côté. Et il y a le ministère de l'Environnement qui est là, qui dit que tout ce qui concerne la forêt, c'est pour eux. C'est tout le ministère de l'Énergie qui est là. Le ministère au fait, des ressources animales qui veut avoir au fait, des projets sur la valorisation du biogaz. Donc, souvent, quand il n'y a pas de synergie entre ces différents acteurs, ça amène un sérieux problème. C'est-à-dire, chacun a une politique, chacun a une vision. Malheureusement, ce n'est pas la vision globale. C'est-à-dire, on ne voit pas de la même manière. Et souvent, c'est comme si on met deux groupes au fait, dans une pirogue. Et il y a un groupe qui fait face au fait à un des pros de pirogue et l'autre fait face à l'autre pro et on leur dit de pagayer. Vous imaginez où est-ce qu'on va aller? C'est-à-dire on n'avancera pas parce que chacun est en train de croire que moi je vais dans la direction où je fais face. Sauf qu'au fait, en pagayant comme ça, ben, finalement, on n'arrive pas au fait, à avoir le coup. Donc, ça, c'est un problème qu'il faut résoudre au fait, pour au fait, ça, c'est une faiblesse au fait dans notre politique. L'autre chose, c'est le financement et la tarification. Le financement et la tarification, c'est dépendance en fait, envers l'aide internationale. Ça, c'est un sérieux problème parce qu'on dépend beaucoup de l'aide internationale. Je vous ai parlé aussi des BAD, de Banque mondiale, de l'AFD. Mais si une politique dans un pays dépend en fait, de l'aide, ben, je vous assure que ça va être compliqué par la suite. Parce que les jours où ces aides vont s'arrêter, ben, tous ces projets aussi vont s'arrêter. Et malheureusement, c'est l'éternel recommencement chez nous. Il y a pas mal de choses qu'on a fait il y a des dizaines, des 10 ans, 20 ans, et on recommence parce que tout simplement, c'était un projet, et quand le projet est fini, les équipements sont laissés à l'abandon, on n'a pas vu plus que ça, et malheureusement, ça a créé des soucis. Donc ça, c'est un problème. La tarification, c'est un sérieux problème. Mauvaise situation financière au fait de l'EDM, qui est tout le temps subventionné, dont l'État ne paye pas ses factures, c'est des problèmes souvent. Le gaz butane qui est subventionné, et qui, au fait, coûte trop cher à l'État. Et voilà. L'absence, au fait, de péréquation tarifaire urbaine et rurale.
manque au fait de transparence financière. Ça, c'est des problèmes au fait, qui sont là, qui sont des faiblesses vraiment pour notre système. L'autre chose, c'est la technologie et les ressources humaines. Absence de normes sur l'équipement et les services. Je prends un exemple concret. Actuellement, les panneaux solaires sont subventionnés. L'importation des panneaux solaires au Mali est subventionnée. Et normalement, ben, les commerçants, qui importe, c'est les commerçants. Ces commerçants, quand ils vont en Chine, ils vont prendre n'importe quel panneau et ils amènent au fait, et ils noient le marché par ces panneaux-là. Et ces panneaux, très souvent, quand c'est un panneau, par exemple, je prends un exemple de 10 qui doit donner, par exemple, qui a une puissance, au fait, crête de 100 kW, les panneaux, au fait, ne respectent absolument rien et on va trouver que les panneaux, en réalité, ne donnent même pas la moitié, 50 kW, 50 watts crête. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, j'installe, au fait, des panneaux comme ça chez moi. Mes batteries n'arrivent pas à se charger bien. Au bout d'un an, je tue mes batteries, je tue mon installation. Et moi, je deviens l'exemple parlant pour dire à tout le monde que ben, les énergies renouvelables, c'est du pipeau, ça ne marche pas, c'est pas bon. On nous a menti. Parce que tout simplement, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas, en fait, il y a pas de rigueur. Quand on doit importer, est-ce que c'est contrôlé à la frontière? Est-ce qu'on est sûr qu'au fait, c'est là? L'autre problème, au fait, qu'on a souvent, c'est l'efficacité énergétique peu promue. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au fait, une culture d'efficacité énergétique dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, dans nos lieux, au fait, dans nos usines et autres. Ça fait que le coût de l'énergie, qui est déjà plus cher, on va encore payer, au fait, pour simplement ne pas pouvoir... Ce qu'on peut économiser, on économise ça, pas ça en plus. Donc, ça devient un problème. Manque de suivi et capitalisation, en fait, des expériences. C'est-à-dire, on a fait une expérience qui a bien marché ailleurs, mais on refait l'expérience ailleurs sans voir en fait, tous les problèmes, on ne capitalise pas. Donc souvent, c'est des problèmes en fait, qu'on a. La capacité technique et la gestion, en fait, les limites des intervenants. Manque de sensibilité des consommateurs, manque de sensibilisation des consommateurs aussi si la politique au fait, énergétique. Les menaces au fait, à prendre en compte, c'est-à-dire au fait, on a quand même des menaces et ces menaces, il faut les prendre en compte. D'abord, c'est l'instabilité sécuritaire et politique. Tout ce qu'on vient de dire peut se réaliser quand c'est un pays qui est sécuritairement stable et politiquement stable. Ben, je suis sûr que tous ceux qui me suivent sont d'accord avec moi qu'on n'est pas en fait, vraiment dans une situation de stabilité actuellement au Mali. Et ça, c'est l'éternel recommencement. On a passé d'abord 10 ans, ces 10 dernières années, où on a connu tellement de gouvernements, avec tellement de politiques, que finalement la politique change en fait, d'un ministre à un autre. Et après, ben, avec le coup d'État et d'autres corollaires, ben, ça fait simplement qu'en fait, on va arriver à une instabilité politique qui, en fait, n'arrange absolument rien. Et chaque fois qu'il y a une instabilité, surtout politique, les bailleurs de fonds ont tendance à tout arrêter. C'est ce qui est passé avec, en fait, par exemple, le projet de l'aéroport du Mali, c'est l'aéroport Modibo Keïta du Mali, où MCA, Millennium Challenge est financé. Et avec le coup d'État, en fait, de 2012, ben, tout de suite, ils ont arrêté ces projets. Ils finançaient d'autres projets énergétiques, ils ont arrêté tout. Il faudrait que le Mali trouve en fait, d'autres financements pour pouvoir continuer à finaliser ces projets déjà lancés dont les financements étaient même un acquis. Donc, l'autre chose, c'est la vulnérabilité économique de l'économie et des ressources énergétiques face aux chocs possibles au fait, associés au climat. L'agriculture, la biomasse, l'hydroélectricité, ben, si on veut les installer, il faut faire attention. Tout ce qui touche au fait au climat, l'agriculture, par exemple, intensifier l'agriculture, c'est souvent la déforestation. Souvent, en fait, c'est d'autres problèmes. C'est des problèmes de pollution de la nappe phréatique, c'est des pollutions de phréatique, au fait, des ressources halieutiques, concernant, en fait, tout ce qui est l'utilisation des pesticides et autres. La biomasse, n'en parlons pas, on connaît, en fait, déjà, c'est la désertification avancée. Et l'hydroélectricité, c'est en fait, l'inondation des terres, voilà, et autres qui peuvent s'en suivre. C'est au fait le changement de l'écosystème même. Voilà, c'est ces problèmes en fait qui est souvent là, qui sont des menaces en fait qu'on a, voilà, on a une vulnérabilité quand même qui contient. Et c'est des études qu'on doit mener et très bien mener avant de se lancer dans un projet. Au marché international, le coût de l'or, au fait, qui au fait flambe, tantôt c'est haut, tantôt c'est bas. Et quand on fait de la politique énergétique, on fait, dépend en fait, de ces ressources-là souvent pour pouvoir faire des projets. Mais vous voyez que quand même, c'est des menaces en fait, pour la politique énergétique d'un pays. Et aux conditionnalités au fait, des partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire si un partenaire vous impose sa vision en fait, des faits, souvent c'est assez dramatique au fait, pour un pays parce que vous n'avez pas votre propre vision.
on vient vous imposer parce que vous n'avez pas l'argent pour faire votre propre politique. Il y a la cherté et l'incertitude des coûts futurs au fait des équipements énergétiques et d'énergie renouvelable. C'est-à-dire actuellement, il y a une subvention à tout bout du champ, mais demain, si au fait l'État décide au fait de freiner un peu avec la subvention, ben, on est sûr qu'au fait la pénétration des énergies renouvelables aussi va freiner parce que les coûts vont souvent quitter du simple au triple. Et tôt ou tard, l'État va freiner. Donc, comment faire? Donc, de nombreuses au fait, opportunités. Ces opportunités-là, c'est quoi? C'est le développement économique et social. Opportunité au fait de planification du système énergétique. Il faut vraiment, on a une opportunité de planifier notre système énergétique et d'évitement de verrouillage technologique, potentiel de programmes sectoriels intégrés, des services énergétiques et l'éducation, santé, logements sociaux et autres, où on doit intégrer, au fait, même dans la construction de logements sociaux, peut-être une politique énergétique qui fait que, on met la sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins, dès la conception même d'un bâtiment, quitte à l'orientation du bâtiment, quitte à l'isolation du bâtiment, pour au fait permettre des gens de mieux vivre dans un bâtiment sans avoir à faire au fait à la climatisation, sans avoir à éclairer les bâtiments même en plein jour parce qu'ils n'ont pas parce que le bâtiment est mal éclairé et autres. Tout ça là au fait c'est une politique et il faut au fait voilà, c'est une opportunité pour nous. On est en plein boom au fait de développement et c'est des choses qu'on doit intégrer dès maintenant. La deuxième chose, c'est la résilience au fait climatique et l'économie de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, de plus en plus, l'efficacité énergétique est un acquis où les gens se lancent et puis, au fait, il faut aller vers là. Il y a le développement et l'innovation technologique favorable à l'électrification rurale et aux énergies renouvelables. Offre croissante et réduction du coût d'équipement d'énergie renouvelable. Ça, quand même, c'est une réalité. Il y a 20 ans de cela, un panneau solaire de 100 watts coûtait à peu près à 150 000 francs à peu près, l'unité. Actuellement, ces mêmes panneaux coûtent 100 watts, ça coûte à peu près 15 000 francs. Vous imaginez 20 ans. Le coût a diminué à peu près de 900 à 1000%. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire le coût au fait, des équipements solaires ont fortement diminué. Voilà. De nombreuses opportunités toujours. Il y a le contexte régional aussi et international. Il y a des initiatives qui sont là. Énergie durable pour tous. Les ODD qui sont là. Nombreuses initiatives internationales de développement des énergies en Afrique. Financement et mobilisation autour de l'atténuation et de l'adaptation climatique. La politique énergétique de la CEDEAO avec le WAP. L'intérêt croissant au fait des bailleurs et du secteur au fait privé pour les mini-réseaux solaires hybrides et reconnaissance croissante au fait de la pertinence de la définition multisectorielle de l'accès à l'énergie. Donc, c'est vraiment des opportunités pour nous. Et il y a des normes, les normes au fait internationaux en développement, c'est-à-dire normes aussi les services des équipements solaires à l'échelle UMOA, normes ISO pour la solution au fait de la cuisson propre. De plus en plus, l'ISO, actuellement, il y a une formation qui est en cours au fait dans différents pays où je suis avec pas mal de Maliens. Et si au fait, on veut mettre en place une norme au fait, pour pouvoir au fait, vous dire les foyers, par exemple, 3 pierres que vous utilisez, ou bien les foyers céramiques que les Maliens utilisent, qu'on appelle CEWA, et en fait, comment on peut les caractériser et comment on peut dire que c'est en fait un foyer qui respecte la norme, qui respecte en fait la norme ou pas. C'est un foyer qui peut être utilisé ou pas. C'est des choses en fait qui sont en cours actuellement. Maintenant, quels sont les défis? Je reviens sur les défis. C'est-à-dire les défis énergétiques en fait pour l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi la transition énergétique. Il y a des exemples en fait à limiter. Le premier exemple, c'est quoi? C'est le développement très rapide en fait du téléphone cellulaire. Ça, l'Afrique, c'est une opportunité pour nous. Les téléphones cellulaires en Afrique, on a quitté, je ne sais pas comment on peut dire ça encore, mais on a quitté du néant à tout. Ou en moyenne, pour le Mali, un individu, au fait, il y a plus de téléphones au Mali que de populations. Et la moyenne est pratiquement 2 téléphones par personne. C'est-à-dire, au fait, même si on met même les enfants et tout, il y a, au fait, tout Malien a un téléphone. Parce que sinon, la norme est pratiquement d'avoir 3 téléphones avec soi. Vous voyez qu'au fait, ce développement-là est venu avec le développement, au fait, de tout ce qui est les transactions financières. Sans Internet,
à partir d'un réseau, au fait, et des réseaux, au fait, téléphoniques qui sont là. Donc, ça a amené un boom dans tout. C'est bien un boom là, mais moi, il y a des sociétés, par exemple, je connais bien. Moi, je parle souvent du Burkina parce que je suis actuellement au Burkina Faso. Mais je connais un jeune start-up au Burkina ici qui commercialise des services énergétiques à travers, au fait, les mobiles. C'est-à-dire, au fait, tout ce qui est paiement téléphonique. Ils installent, au fait, des kits solaires chez les gens avec un compteur intelligent. Et chaque mois, vous payez comme vous faites les prépayés Issago au Mali. Je pense que pas mal de Maliens connaissent Issago maintenant. Les systèmes de prépayés, au fait, des prépayés, au fait, de l'électricité. À travers ça, vous payez, au fait, sur leur plateforme et à distance, au fait, on te donne, au fait, l'électricité que tu as besoin. C'est-à-dire ce que tu as payé. Et chaque mois, au fait, on paye, au fait, voilà, les services sont payants. Et c'est un service qui est assez moins cher. On te dit que tu peux avoir une télé, tu peux avoir, au fait, 3 ou 4 prises, tu peux avoir ça ou ça chez toi. Et on vient installer l'ensemble. Et, au fait, ce n'est que l'entretien est à leur charge, le coût d'installation est à leur charge, et même l'équipement est à leur charge pendant à peu près 5 ans. Et après, ça devient complètement pour toi. Donc, c'est des choses, au fait, où les startups se créent, au fait, sur ces choses-là, sur, au fait, ces idées. Donc, il est très probable, au fait, que l'Afrique fasse un grand bond dans le domaine d'énergie, notamment, au fait, de l'électricité, sans passer par le modèle des pays développés d'énergie, au fait, tel que le système solaire et la biomasse. L'autre défi, au fait, c'est le défi de la formation et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, actuellement, en Afrique, notre grand défi, c'est au niveau de la formation. Il faut qu'on parvienne à former des gens compétents dans le domaine de tout ce qui est les services énergétiques. Former des ingénieurs pour avoir, au fait, des idées, mettre en place des choses, et des installateurs pour que, au fait, des installations puissent être des installations qui respectent des normes et pas des installations anarchiques un peu partout. J'achète, au fait, mon kit chez un commerçant. Le commerçant me dit, si tu pars, il faut brancher les fils rouges au plus et les fils noirs au moins, et c'est tout. Et c'est lui-même qui me dit, qu'est-ce que tu veux chez toi? J'ai 3 lampes, tu achètes 2 panneaux. Ce n'est pas comme ça. Ça respecte, au fait, une installation et une méthode, une méthodologie avec des connaissances. Il faut avoir des gens formés qui peuvent, au fait, faire ce travail-là. Et donc, on doit avoir des spécialistes dans tous les domaines. C'est-à-dire, quand moi je parle de spécialistes, je ne parle pas forcément quelqu'un qui a fait Bac plus 5, Bac plus 8, mais des spécialistes, des gens peut-être qui n'ont même pas été à l'école, mais qu'on peut les former pour qu'ils puissent, au fait, bien dans ce domaine. Je prends un exemple. Et l'exemple là m'a beaucoup parlé ici. J'ai connu un start-up au Burkina, un jeune qui, au fait, a quitté l'école, il est ingénieur, il a fini, il a eu un peu du mal à travailler, il a fait 2 ou 3 mois, il cherchait du boulot. Ben, pif, il a eu une idée. Il s'est dit, ben, au lieu que moi j'aille chercher encore du boulot, moi je vais créer, au fait, un startup pour la formation. Et la formation en 3 jours, tout payé en charge, où il est fait à peu près à 25 000 francs. C'est des ateliers de formation. En 3 jours, on te forme à être un installateur, en pratique comme en théorie. Les premiers jours, on fait un peu de pratique, même si vous n'avez pas été à l'école. C'est-à-dire, on ne vous explique pas des méthodes simples. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour pouvoir, au fait, faire un kit? J'avoue que ça a ses limites, mais il est fait. Le deuxième jour, c'est la pratique. C'est-à-dire, on va faire des installations ensemble, montrer tout. Et le troisième jour, il mise sur les finances. Comment, moi-même, en fait, pouvoir faire ma facture, pouvoir faire ceci et tout. Et depuis qu'il a commencé, ben, pratiquement chaque mois, il a 2 ou 3 sessions de formation. Il a recruté des gens. Il a créé, au fait, tout un système de formation. Et tout ça, là, ben, il a mis en place à travers les réseaux sociaux. On le voit, hein, on vend tout maintenant sur les réseaux sociaux. Mais tout le temps, voilà, il a, en fait, ses annonces là-bas. Et j'en ai vu, en fait, voilà, chaque session de formation, il forme à peu près une vingtaine de personnes. Et chaque fois, avant la date, en fait, c'est complètement pris. Les gens veulent se former parce qu'ils veulent, en fait, trouver, en fait, toute opportunité pour pouvoir travailler. Donc, ça, c'est un. Deux, c'est favoriser l'investissement privé dans le secteur des énergies renouvelables. C'est-à-dire, il faut qu'on parvienne, en fait, à ce qu'en fait, on favorise. Les États doivent favoriser l'investissement privé. Il faut libéraliser pas mal de secteurs et il faut aider le secteur privé à pouvoir investir, à pouvoir, en fait, se faire de l'argent parce qu'il y a de quoi se faire de l'argent. Créer des entreprises ayant un vrai savoir-faire et compétitif. Là, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au fait, avancer dans ce domaine-là si on n'a pas des entreprises, au fait, qui ont quand même des savoir-faire et, au fait, qui sont compétitifs aussi. Parce que si on n'est pas compétitif,
ben, nos entreprises seront toujours des petites entreprises qui sont là, mais qui n'arrivent pas à s'exporter parce qu'ils n'ont pas en fait, l'expertise qu'il faut pour pouvoir s'exporter, aller chercher des marchés là où ça existe. Donc, mettre en place une réglementation et des normes adaptées aux réalités du continent. Actuellement, pour pas mal de choses, les normes qui sont utilisées au fait dans nos pays en Afrique de l'Ouest ici, c'est des normes françaises. Encore des normes françaises. Et ces normes-là, pour la plupart, parce que tout simplement, on n'est pas capable de pouvoir mettre des normes en place pour dire, ben, nous, dans notre contexte, voici ce qu'il faut chez nous. Et ça, c'est très important parce qu'un secteur privé peut, au fait, s'épanouir dans un domaine quand c'est bien balisé. Ça ne sert à rien que je crée mon entreprise aujourd'hui pour faire une activité et que demain, on me dit que c'est interdit, au fait, de le faire. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent et je vais me retrouver avec des créances. Donc, si c'est bien connu, c'est bien réglementé, ben je sais qu'en fait, en faisant en fait, une telle activité dans une telle zone, je sais qu'en fait, voici comment c'est réglementé et voici comment moi je dois me tenir pour ne pas me retrouver en faute et comment en fait fructifier, comment faire en fait des affaires en fait dans la zone tout en respectant les lois et les règlements du pays dans la zone. Maintenant, je vais finir au fait ma présentation par cette partie-là. Je pense qu'il va intéresser la jeunesse. Peut-on faire du business au fait avec en énergie actuellement au fait en Afrique et surtout les cas du Mali? Est-ce que c'est possible de faire du business? Moi, ma réponse est oui, c'est possible. Vous pouvez. Vous pouvez. Il y a des gens qui ont commencé et vous pouvez les suivre et vous pouvez même les dépasser parce que les idées, ça ne manque pas. On est à peu près à 20% des taux d'électrification. Donc, il y a tout à faire. Je vais m'expliquer un peu par ces 3 diapos qui vont venir. La première des choses, c'est des systèmes en fait, décentralisés de production d'électricité, solaire, biomasse et autres. Quand on regarde de plus en plus, ben, on voit qu'en fait, quittez un peu, en fait, si vous êtes dans les grandes villes, allez-y au fait, dans les villes ou dans les villages. Vous vous rendez compte, les endroits qui ne sont pas électrifiés, on peut avoir des idées de faire des business, c'est-à-dire de proposer des services comme un peu ce que vous voyez ici. Ça, en fait, c'est des services privés proposés par des startups. C'est-à-dire des entreprises, au fait, des jeunes entreprises qui sont créées, qui proposent au fait d'aller faire des installations avec des kits où on peut tout mettre, et c'est complètement solaire, où la bonne dame est très contente, elle est dans son salon de coiffure, elle a l'électricité, elle paye les courants comme tout le monde, et c'est en fait, voilà, et voilà, elle a ses besoins en fait qui sont satisfaits parce que tout simplement, elle peut maintenant avoir un chiffre d'affaires important, tout en, voilà, parce qu'elle peut travailler la nuit si elle ne pouvait pas avant. Elle peut au fait brancher des machines si elle ne pouvait pas avant. Donc, elle se crée de l'emploi et parce que les gens ont eu l'idée au fait d'aller vers là. Dans les domaines de la biomasse, si on prend par exemple les biocarburants, il y a des villages au fait qui produisent par exemple où quand on parle les jatroufas qu'on appelle les barani au Mali, barani, où on fait du savon avec les barani, les savons noirs, cette graine-là, dans plusieurs villages au Mali, surtout vers le sud du Mali, vous allez trouver qu'au fait, les gens utilisent ça comme haie vive et ça fait des graines. Et il y a même au fait une entreprise au fait à Kita, dans la zone de Kita au Mali, dans la région de Kaï, où ça s'appelle JMI, j'ai trouvé un Mali Initiative. Et JMI, depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis 15 ans, 16 ans, exploite au fait la graine là, en huile. Et l'huile est utilisée par le milieu au fait de la ville de Kita, qui est utilisé au fait à la place du diesel, utilisé au fait pour moudre les graines et tout. Depuis une quinzaine d'années. J'en ai visité, j'ai envoyé des étudiants là-bas qui ont fait des études là-bas, dans pas mal de villages, et ils ont mis un système, au fait, une économie circulaire en place, où les résidus au fait de l'extraction d'huile, qui sont les tourteaux, est utilisé après comme engrais, et ils vendent au fait l'engrais là très très moins cher à leurs producteurs. Finalement, les producteurs trouvent leur compte, et ils vendent les graines, et ils ont de l'engrais organique pour pouvoir au fait enrichir leur sol. Vous voyez, au fait, c'est des idées comme ça. Les gens ont créé des entreprises, ils peuvent créer des entreprises. Et dans ce domaine, au fait, voilà, on peut au fait faire pas mal de choses. La deuxième chose, c'est l'efficacité énergétique. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, il y a pas mal de choses actuellement à faire. C'est-à-dire, au fait, moi, je me souviens encore, en 2005-2006, je vivais encore avec ma grande sœur au Mali. Et il y a un jeune, au fait, un électricien qui a une idée. Il s'est dit, lui, les gens l'appellent souvent, au fait, pour dépanner chez eux.
Lui, son idée, c'est quoi? Il est venu proposer un service, au fait, à moi et à ma sœur dans son temps. Il dit, ben, OK, vous pouvez payer 2500 francs chaque mois. S'il y a un problème, même la nuit, au fait, toute intervention est gratuite. S'il y a une intervention. Maintenant, si au fait ça demande des travaux, ça c'est payant. Je vais vous faire une facture. Mais s'il n'y a même pas d'intervention, chaque 2 mois, je fais faire l'entretien au fait de vos installations électriques chez vous, qui est de nettoyer les lampes, ceci, cela. Mais on lui paye 2500 par mois. Pour nous, ce n'était pas cher, c'était pas, voilà. Mais lui, il sait qu'au fait, très souvent, quand l'installation est dans les règles et tout, ça ne tombe pas en panne, il n'y a pas de problème. Il gagne bien sa vie. Et nous, chaque fois qu'il y a un problème, on sait qu'on peut compter sur quelqu'un parce qu'on a un contrat avec un jeune qui peut venir, au fait, et dépanner et tout. Donc, il y a des idées. C'est-à-dire, dans le domaine de l'audit énergétique, les jeunes, au fait, commencent de plus en plus à créer des startups pour aller, au fait, de domicile à domicile, au fait, voir, au fait, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils consomment et proposer, au fait, des services en disant, moi, je peux diminuer ta consommation chez vous, mais cette diminution-là, on va prendre ta moyenne de facture sur une année. Pendant une année, pour payer au fait mes frais, tout ce que je ferai comme transformation chez vous, je le ferai à mes charges, mais vous continuez à payer au fait ce que vous payez depuis 1 an. Et pendant une année, au fait, la différence, moi, je prends, même si la facture est diminuée. Et après une année, tout vous revient. Donc, vous voyez, il y a des idées. Il y a, au fait, des choses à faire, au fait, dans ce domaine. Et ça, c'est quelques idées comme ça. Il y en a énormément où les jeunes peuvent s'inspirer pour pouvoir, au fait, gagner leur vie, créer des entreprises, au fait, qui peuvent, au fait, vraiment faire des choses dans ce domaine-là. Il y a la maintenance des systèmes, il y a le conseil. Tout ce qui est, au fait, le suivi, conseil, on en a besoin. On a une population, en fait, qui, au fait, est assez jeune. On a une population où on a tout à apprendre. Donc, créer, au fait, des entreprises de conseil aussi, ça peut bien marcher. Donc, le dernier qui va, au fait, mettre fin à ma présentation, c'est le domaine de l'agroalimentaire. En Afrique, ici, là, je vais m'attarder un tout petit peu. En Afrique, ici, il y a un des soucis majeurs, au fait, c'est que les paysans ne vivent pas de son travail. On est tous conscients. Nous tous qui sommes un peu africains, on est tous conscients. Actuellement, c'est la période, par exemple, de l'oignon. Vous allez voir que le kilo de l'oignon, si on achète un kilo, peut-être on va te dire que le kilo est à 150 francs. Dans 3 mois, ou dans 2 mois, ce même kilo de l'oignon va aller à 1000 francs. Dans 6 mois, vers le début de l'hivernage, ce même kilo va aller peut-être à 1500. Et pendant ce temps, pour les paysans, actuellement, il a l'oignon en vrac. Soit il vend, soit ça pourrit. Donc, transformer, stocker, faire le moyen de transformation de stockage, c'est un problème. Et ces moyens de transformation, de stockage, pour pouvoir différer au fait la consommation, l'étaler sur toute l'année, ça ne peut pas aller sans énergie. Parce que qui dit transformation, dit des process, et ces process-là, il faut de l'énergie. Soit sous forme de chaleur, soit sous forme de mécanique, soit sous forme d'électricité. Mais il faut quand même, au fait, de l'énergie. Donc, tout ce qui est, au fait, dans la conservation des denrées, la conservation des médicaments, ben, on a besoin de plus en plus de créer des champs froids. Au Burkina Faso, ici, ça, c'est par exemple, vous voyez, au fait, c'est l'image au milieu, au centre, il y a la chambre froide solaire. C'est une chambre froide déployable où, au fait, les gens ont eu l'idée de faire une chambre froide qui marche avec, au fait, de l'énergie solaire. Et là, vous voyez qu'au fait, on peut l'installer partout, où, au fait, le producteur peut avoir, au fait, l'esprit tranquille en disant, ben, je suis en train de produire, le temps qu'au fait, je le vends, je peux le conserver pour ne pas, au fait, le brader aujourd'hui, pour ne pas, au fait, que ça pourrit d'ici demain. Donc, ça, c'est des moyens. L'autre chose, c'est le séchage des produits. Le séchage encore est traditionnel, par le soleil, par des moyens archaïques. Et ce séchage-là, il faut les rendre plus industriels pour pouvoir sécher les produits, avoir une valeur ajoutée à ces produits-là pour pouvoir, au fait, les consommer quand on le souhaite. Et l'autre chose, au fait, c'est tout ce qui est les résidus agroalimentaires. C'est-à-dire, quand les gens, au fait, l'économie est en train de se développer, on va aller vers la création d'entreprises agroalimentaires. Ça, par exemple, c'est l'image à droite. Vous voyez bien qu'au fait, c'est une chaudière ici qui fonctionne sous forme, au fait, de combustion, c'est-à-dire de pyrolyse. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est, au fait, une usine d'anacarde. Et l'usine d'anacarde a besoin de la chaleur, de la vapeur surtout, pour fragiliser les coques d'anacarde et enlever l'amande qui est à l'intérieur. Et ça, avant, ils utilisaient du bois. C'est-à-dire, c'est des quantités de bois qu'ils mettent pour pouvoir faire de la vapeur. L'utilisation, au fait, d'énergie là-bas, c'est à 80% de la vapeur.
Maintenant, l'idée est quoi? C'est qu'au fait, les gens ont fait, au fait des machines qui ont été complètement faites au fait, au Burkina Faso ici. Et actuellement, dans la zone de Koutiala au Mali, ces mêmes machines ils sont là-bas. Et dans la zone dans la région de Ségou aussi, la région de Ségou et la région de Koutiala, ces prioritaires, au fait, ils sont installés dans ces zones-là. Où, au fait, c'est les coques d'anacarde qui sont très polluants, sont utilisés par la suite, au fait, comme source d'énergie. Et c'est ce qui permet maintenant d'utiliser. C'est-à-dire qu'ils utilisent zéro bois. C'est les déchets, c'est-à-dire c'est ceux qui sont, qui, au fait, on pensait au départ comme déchets, qui sont utilisés maintenant comme source d'énergie et qui parviennent, au fait, à augmenter la rentabilité de l'entreprise par la suite. Donc, vous voyez qu'au fait, il y a de quoi se faire, au fait, de l'argent. Il y a de quoi, au fait, faire des business dans les domaines, au fait, énergétiques. Et le défi est vraiment grand pour nous. Voilà. Je vous remercie, au fait, de m'avoir écouté. Et en un mot, au fait, un mot en Bambara, c'est Aunichi. Voilà. Merci à tout le monde. Anitié, Sayon, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très complet. Merci d'avoir vraiment pu partager tous ces éléments sur le contexte du Mali, tous ces défis, toutes ces opportunités, tout en présentant aussi des très bonnes idées pour entreprendre avec peu ou beaucoup de moyens. Voilà, tout dépend aussi de la situation des uns et des autres. Mais est-ce que pour compléter, tu dirais aussi que c'est un domaine où il faut forcément se former? Et est-ce qu'il y aurait des formations courtes qui pourraient être adaptées si quelqu'un voudrait se lancer? Oui, en fait, pour répondre à cette question, c'est un domaine où il faut se former. Ne faites pas l'erreur de vous lancer au fait, dans une activité sans savoir en fait, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, tout commence par là. C'est-à-dire, au fait, il y a des formations très courtes au fait, actuellement qui se passent, au fait, des formations continues, qu'on appelle les formations continues. Je pense qu'il y a pas mal de structures au fait, qui proposent des formations continues. Et ces formations continues, si vous voulez vous lancer au fait, dans des activités énergétiques, c'est mieux que au fait, vous ayez quand même un BABA dans ces domaines-là. Voilà. Et surtout, ce qui est important aussi, ce n'est pas seulement les domaines énergétiques où il faut vous former, mais il faut surtout vous former aussi dans tout ce qui est au fait la gestion. Parce que une chose est d'avoir des idées, mais une chose est de savoir gérer. Et souvent, beaucoup de gens font l'erreur, au fait, ils ont des idées, ils se lancent, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas fait une étude de marché. Et cette étude de marché est souvent très importante. Effectivement. En tout cas, c'est un secteur d'avenir vu en tout cas la faible réponse des acteurs économiques aujourd'hui aux besoins des populations en termes d'accès à l'énergie. Il y a pas mal de questions sur la biomasse. Je rappelle qu'il y aura une conférence dédiée toujours par Sayon ce mercredi. Donc, je laisse ces quelques questions-là. Je voulais revenir sur une question. Je peux avoir une minute pour prendre une gorgée d'eau? Bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Je serai à vous dans moins d'une minute. Vas-y, pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui demandent si la présentation sera disponible, sachez que sur la même Dropbox qui était disponible à la fin de la première semaine, vous retrouverez les présentations qui ont été déroulées la semaine passée et celle d'aujourd'hui est déjà aussi disponible en téléchargement sur la Dropbox. Donc, dès que c'est disponible, je vous les mets sur ce lien-là pour que vous puissiez aussi y accéder. Voilà. Abdoulaye Dembélé qui demande comment faire un business plan. Bon, déjà, si vous avez une idée, je vous conseille vraiment de la mettre sur le papier. Et ensuite, si vous n'avez pas d'aide aussi dans votre école, on ne vous a pas appris à le faire, tapez sur Google Canva de business plan et vous verrez en fait les différentes parties qu'il faudrait rédiger pour avoir un document solide à présenter à quelqu'un. C'est quand même très important d'écrire ses idées et de pas seulement les garder dans la tête et puis finalement de répondre à pas mal de questions vous aidera aussi à imaginer votre entreprise que vous voudrez mettre en place. Voilà. Donc par rapport à cette question, j'y ai répondu. Sayon, tu es de retour? Oui, je suis de retour. Très bien. Il y a Salahina Bokoum qui demande, parlant des investisseurs privés, qu'est-ce qui fait qu'ils sont si rares, pour ne pas dire réticents, dans le secteur énergétique?
Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si rares et réticents? La réponse, selon moi, c'est parce que très souvent, il faut reconnaître, tel que au fait, le domaine énergétique est géré au fait, en Afrique de l'Ouest, c'est difficile au fait, de se faire de l'argent. Parce que tout simplement, la politique au fait, de subvention, la politique au fait, des standards, des règlements, des normes qui ne sont pas très bien définis, pour un bailleur, c'est compliqué au fait quand les règles ne sont pas bien définies. Voilà. Donc, du coup, au fait, c'est mettre son argent. C'est une banque qui veut mettre son argent quelque part. Il faut que, au fait, les risques soient bien connus, qu'ils sachent qu'au fait, l'activité qu'on est en train de mener est une activité, au fait, qui est réglementée dans un pays, qui est bien réglementée dans les pays. Donc, du coup, ils sont souvent réticents parce que la réglementation n'existe pas. Si on avait l'ensemble des réglementations qui permettaient, au fait, au secteur privé de pouvoir, au fait, intervenir dans ce domaine-là, ben, ça donne plus de garanties aux bailleurs pour pouvoir intervenir et puis, au fait, injecter beaucoup plus d'argent. Donc, peut-être sans doute le premier travail au fait, que nos gouvernants ont à faire, c'est de pouvoir au fait, bien assainir d'abord au fait, les secteurs qui permettent à ce qu'une activité puisse au fait, se prendre forme. Effectivement, voilà, et ça peut représenter de très gros investissements. C'est pas forcément adapté à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il me semble que dans les idées que tu as déroulées là, il y a quand même quelques activités qui nécessitent une bonne formation de base, mais qui ensuite permettent aussi de se lancer sans financement. L'exemple de celui qui propose de faire de la maintenance à domicile, ou ceux qui pourraient, je ne sais pas, vendre des petits équipements individuels. Ça ne demande pas forcément des millions et des millions à investir, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, voilà. Souvent, en fait, on peut aller même avec du néant. C'est-à-dire, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas forcément mettre, en fait, en avant, forcément, en fait, aller chercher un financement, aller chercher un financement. Il faut, moi, je pense que le premier financement qu'en fait, on peut avoir quand on est jeune, c'est, en fait, notre engouement d'abord, en fait, à faire quelque chose. Il faut avoir, en fait, l'envie d'entreprendre, parce que si tout le monde n'a pas l'envie d'entreprendre, il ne faut pas entreprendre parce que j'ai vu que mon ami a réussi, lui, il a commencé, il a réussi. Sans doute, on réussit, mais ce que les gens ne vous disent pas tout le temps, c'est que ben, derrière chaque réussite, il y a des échecs souvent qui sont cachés. J'ai essayé, ça n'a pas marché, mais je ne me suis pas découragé. Et l'autre chose, c'est qu'au fait, souvent les activités qui commencent avec peu de moyens, c'est les activités au fait qui sont souvent au fait, les activités les plus sûres. Parce que les risques sont tellement bien calculés ben, qu'on évolue au fait avec les moyens qu'on a et ça prend la forme que ça doit prendre. Effectivement. Pour ceux qui voudraient poser quelques questions en direct, je sais que c'est toujours plus sympa d'avoir un contact, un échange en direct, donc levez la main et j'essaierai de vous ouvrir le micro. En attendant, je prends une autre question de Amadou Sangaré qui demande si tu pouvais donner un peu plus d'explications sur le terme de sobriété énergétique. OK. Plus d'explications sur la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, au fait, c'est un concept qui est venu au fait, un peu de l'Occident, dont, au fait, quand on regarde, je vais donner un exemple palpable. Au Mali, la consommation par habitant est à peu près de 150 kWh par an, par habitant. En Côte d'Ivoire, c'est à peu près 900 kWh par habitant. En France, c'est à peu près, je crois bien, 10 000 kWh par habitant. Aux États-Unis, c'est 17 000 kWh par habitant. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on regarde, vous voyez qu'en fait, peut-être pas pour les mêmes services, mais quand on regarde, ça veut dire qu'un citoyen américain consomme peut-être 10 fois plus que peut-être un citoyen européen, qui consomme peut-être 10 fois qu'un Ivoirien, qui consomme peut-être 5 fois qu'un Malien ou 2 fois plus qu'un Malien. Donc, ça, au fait, c'est lié au service. La sobriété énergétique est venue quoi? C'est-à-dire on utilise tellement en fait, des services génétiques, on ne fait pas attention à ceci, ça rejoint un peu l'efficacité énergétique. C'est de dire, ben, la meilleure manière au fait, de diminuer ma consommation, ou bien la meilleure manière de faire de l'économie, c'est de ne pas utiliser. Donc, trouver au fait d'autres moyens à ce que au fait, je puisse diminuer drastiquement tout ce que, au fait, qui au fait, quand je regarde dans ce que je fais et que je vois que ce n'est pas forcément au fait, intéressant pour moi, je les laisse tomber et je fais une sobriété énergétique à ce moment. Je deviens vraiment sobre en énergie. Ben, je ne m'éclaire pas quand je n'ai pas besoin d'éclairage. Je ne mets pas les clés quand je n'en ai pas besoin.
j'essaie de construire de telle manière qu'en fait, je n'aurai même pas besoin en fait, de mettre les clim. Donc, j'ai créé la sobriété énergétique. Ok, alors là, il y a 3 personnes qui ont levé la main. Donc, je vais proposer à Alada Ahmed. Le micro est ouvert. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, alors? Oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question est quelle est la différence entre biomasse et biocombination? Je n'ai pas bien entendu. La différence entre biomasse et... Explication entre biomasse et biocombination. Alors? D'accord. Sayon, tu as entendu la différence entre... J'ai entendu la différence de biomasse et bio. Je n'ai pas entendu les restes. Je ne sais pas si c'est biométhanisation ou bien c'est quoi. Ça, c'est biométhanisation? Oui. D'accord. Ok. La biomasse, au fait, c'est l'ensemble des ressources animales et végétales qu'on peut trouver sur la Terre. C'est ça, au fait, la biomasse. Tout ce qui est, au fait, animal et tout ce qui est végétal qu'on trouve sur la Terre, au fait, c'est ça, la biomasse. D'origine organique. Tout ce qui est d'origine organique qu'on trouve sur la Terre, au fait, c'est ça qu'on appelle biomasse. Donc, la biométhanisation, c'est, au fait, c'est un procédé. Ça n'a rien à voir avec la biométhanisation, c'est un procédé. Donc voilà, quand on parle de biométhanisation, on parle d'un procédé. C'est le procédé qui permet de transformer au fait tout ce qui est au fait la biomasse au fait qui est riche en matière liquide au fait en gaz. C'est-à-dire c'est la transformation de la biomasse au fait et qui au fait les déchets et autres qui peuvent être liquides, les transformer en gaz. D'accord. Je prends la question de Maïga Idrissa. Si vous êtes connecté. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'aimerais poser la question sur la tarification parce que vous avez parlé de la tarification. Est-ce que la tarification est quelque chose qui joue sur les consommateurs ou la tarification joue sur les sociétés commerciales leaders d'énergie au Mali? Par exemple, ici au Mali, le cas de l'EDM, les clients trouvent que les kilowatts sont très chers pour les consommateurs maliens et souvent aussi la société se plaint de manque de paiement de beaucoup de structures et d'administration et de certaines grandes sociétés et certaines personnalités même de l'État qui ne payent pas l'électricité et qui en consomment vachement aussi. Merci beaucoup. OK. Pour la tarification, on peut le voir au fait des deux côtés. Quand on parle de tarification, c'est un ensemble. C'est-à-dire la tarification, c'est de mettre en synergie entre ce que j'ai produit et ce que je vends. Donc, il faut mettre un prix. Et il faut réguler de telle manière que ces prix-là puissent au fait convenir à tout le monde. Que ce soit celui qui achète ou bien que ce soit celui qui produit. Sinon, ça devient compliqué. Donc, c'est un peu ça, au fait, la tarification. Maintenant, cette tarification-là, on peut le voir au fait des deux côtés. C'est-à-dire, comme il y a une commission de régulation, c'est-à-dire il y a tout un système de régulation en place, et on essaie de voir quel peut être le prix réel du kilowattheure. C'est-à-dire, on estime d'abord le prix réel. On va faire des estimations avec ce qu'on fait réellement pour avoir fait l'électricité. On a les prix réels. Et une fois qu'on a ces prix réels, maintenant, l'État dit, si ces prix réels des kilowattheures, moi, j'ai fait ça au fait à la population, ils ne pourront jamais supporter. Donc, OK, moi, je décide, au lieu que ça soit, par exemple, 150 francs, c'est un exemple, hein, je décide au fait de dire, OK, ça sera à 100 francs les kilowattheures et les 50 francs là, supplémentaires, moi, chaque kilowattheure que quelqu'un a consommé, moi, je compléterai au fait à 50 francs supplémentaires. Et souvent, c'est ces factures-là qui deviennent colossales au fait et l'État ne paye pas tout le temps au bon moment et ça fait qu'au fait, la société se retrouve au fait dans des difficultés. Maintenant, il y a d'autres aspects au fait qui rentrent dans la tarification parce qu'il y a de l'énergie perdue. L'énergie commercialisable qui est perdue souvent au Mali, c'est aux ordres je ne me souviens plus, mais c'était aux ordres entre 15 et 20%. C'est-à-dire, ce que l'EDM a produit, il a transporté.
Au moment des ventes, il a perdu. C'est-à-dire le vol. Ce que les gens volent en trichant sur le compteur, en prenant avant le compteur et autres, mais il y a 20% qui sont perdus comme ça. Et ça, c'est 20%, il faut que quelqu'un paye. Donc, c'est tout l'ensemble des abonnés qui vont payer, au fait, et ça augmente encore le prix pour ceux qui sont réglo et qui décident, au fait, de payer. Donc, ça augmente encore le prix, au fait, du coût du kilowattheure. Tout ça, c'est plein d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont levé la main. Je prends une dernière question, celle de Adama Sissoko. Allez-y, vous avez la parole. Le micro est ouvert, hein? Adama Sissoko. Voilà, Michel Sissoko, vous pouvez parler, on vous écoute. Bon, sinon je prends quelqu'un d'autre. Souleymane Koné? Je suis là. Allez-y pour votre question alors. Il faut réactiver votre micro, il s'est éteint. Souleymane Koné? Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Les Mali, comparativement au Burkina Faso, on remarque que pratiquement au Burkina, il y a des champs photovoltaïques. Et au Mali, je souhaiterais que le Dr Sidibé peut-être nous fasse un peu le point de la situation au Mali parce que nous avons le soleil en abondance et pendant une très bonne période. Est-ce que les autorités du Mali sont en train d'œuvrer aussi en ce sens? Ok, merci, M. Koné. Ok. Votre question, en fait, je vais répondre rapidement, mais je vais faire en fait, une observation aussi. D'abord, en fait, il y a un problème de communication au Mali. Il y a plus de centrales solaires au Mali qu'au Burkina, en réalité. À Kita, la plus grande centrale de l'Afrique de l'Ouest actuellement, ça se trouve au Mali. Et ça, c'est en fait dans la région de Kita. C'est une centrale de 50 mégawatts installée. La plus grande centrale au Burkina ici, c'est 33 kilowatts. Et 33 mégawatts, vous m'excusez, qui est au fait dans les périphéries de Ouagadougou ici. Et pas plus tard que ce matin, avec un collègue, on cherchait au fait les centrales qui sont au Mali. Et on était étonnés de voir, parce qu'il y a la centrale de Ségou, il y a une centrale on a construit une centrale à Koro, on a construit une centrale au fait, il y a beaucoup de centrales qui sont construites au Mali. Sauf qu'au fait, il y a un problème de communication, en fait, il y a un manque de visibilité. Mais ça, là, c'est lié aussi à notre situation sécuritaire et politique. Voilà. Quand les gens, en fait, ont d'autres chats, si je peux dire ça comme ça, ben, on oublie souvent, malheureusement. Et moi, j'ai peur parce que quand on n'a pas une vision, on risque même que cette centrale s'arrête très rapidement parce que ceux qui ont fait, en fait, avaient des idées. Mais bon, si la politique ne suit pas, voilà, la maintenance et tout va jouer un peu après. Sinon, il y a beaucoup de centrales au Mali, centrales solaires installées au Mali, qui injectent directement sur les réseaux. Il y a Ouelessebou qui est juste à côté. Il y a Kita, il y a pas mal d'endroits. Ils sont en train de construire aussi d'autres centrales, en fait, qui sont un peu partout au Mali. Bon, merci. Merci beaucoup à Dr Sayon Sidibé pour toutes ces réponses, à toutes ces questions. Elles sont encore nombreuses, mais si vous avez... il y a beaucoup de questions, je pense, ou avec une petite recherche sur Internet, vous allez aussi trouver des réponses. Donc, on vous invite vraiment à fouiller le sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse et qui pourrait constituer une piste pour votre avenir professionnel. Renseignez-vous. Et toute la semaine, nous allons continuer d'en parler. Justement, demain, nous allons beaucoup parler des opportunités liées au solaire. Et mercredi, nous reviendrons sur les opportunités liées à la biomasse. Et jeudi, encore une fois, puisqu'on en parle à chaque fois, sur toutes ces opportunités d'emploi et de création d'entreprises autour des énergies renouvelables. Puisque, on l'a bien compris, il y a vraiment le marché qui est là. Et donc, il va falloir trouver des stratégies pour justement répondre aux besoins des populations qui aspirent à avoir un meilleur accès à l'énergie. Et donc, tout cela passe forcément par un mix énergétique
On ne peut pas dire que ça va être le solaire ou la biomasse qui pourra répondre à tous les besoins, ou d'autres énergies, voilà, comme le pétrole, gaz et autres. Mais c'est vraiment un mix énergétique qu'il faudra réussir à mettre en place. Et donc, vraiment, on vous conseille de vous former sur le sujet et puis de pouvoir trouver des solutions qui soient pertinentes et adaptées au contexte. Pour ceux qui souhaitent les supports de formation, je rappelle qu'ils sont tous disponibles sur le même lien Dropbox qui a été donné à la fin de la première semaine. Toutes les présentations sont déjà disponibles sur ce lien Dropbox. Je n'ai pas l'URL là, sinon je l'aurais copié-collé dans le chat, mais en tout cas, allez-y. Aussi, pour ceux qui aspirent à recevoir une attestation de formation d'Oni Green, vous êtes déjà très nombreux, plus d'une centaine à avoir répondu à ce deuxième QCM. Il reste ouvert jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à y répondre. En tout cas, les résultats sont très, très bons. Et dès qu'on ferme les QCM, je vous enverrai donc votre note pour que vous puissiez voir un petit peu où vous en êtes et si voilà, en tout cas, on vous encourage, quelle que soit votre note, à vous accrocher, à continuer, à participer, toujours aussi nombreux. Merci beaucoup, merci Sayon. On se revoit mercredi. Je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup de questions sur le sujet, puisque voilà, il reste beaucoup de connaissances à démystifier, à partager. Et en tout cas, encore une fois, merci pour ton temps de le faire pour ce public. On te remercie beaucoup et merci pour la pédagogie dont tu as fait preuve. Merci, vraiment, les deux encore, merci à toi et merci à l'ensemble de l'organisation. Moi, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que même si demain encore il faut répondre, vous pouvez compter sur moi. C'est bien entendu. Merci beaucoup. On se dit à mercredi. Très bonne soirée. À mercredi. Bonne soirée.